Est-ce que vous êtes une TPE? Est-ce que vous êtes une PME? Une PME plus grande? Bonjour Laurent. Bonjour Maurice. Oui, Thierry, là en fait, c'est Thierry. Oui. On a le sondage ici, mais qui est plutôt lié à la dernière question, je pense. Non, mais c'est parce que... Enfin, non, non. Non, c'est parce qu'il n'est pas ouvert. Voilà. ah, Vous voilà. pouvez voter maintenant. Voilà. Tout simplement, On a le bon sondage. la précipitation. On peut voir maintenant les petits curseurs s'animer. Voilà, donc on a pour l'instant une majorité de PME. On a peu de grandes entreprises. Agence, ok. Bonjour Julie. Il nous reste quelques instants avant de démarrer. Excuse-moi. Agence aussi. Bon, définitivement, les PME sont majoritaires aujourd'hui. Non, on est pas leader, on est vers toi avec Agence omnicanal. Oui, alors si vous avez des soucis avec le son, le mieux est de figer les caméras de façon à laisser de la bande passante pour le son et moins pour la vidéo qui en consomme. Parfait, voilà. Donc merci pour le sondage, ça nous donne une indication. On viendra sur les... On viendra plus tard sur le sondage, sur un deuxième sondage. Voilà, merci Adeline. Alors, marketing, automation et réactivation client, 7 erreurs classiques qu'on va aborder aujourd'hui avec Daniel. Daniel qui représente l'entreprise Actito. Et c'est vrai qu'Amabis Actito, c'est un partenariat de quelques mois déjà, on va dire quelques années, puisque ça a commencé l'année passée, sur des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, parce que effectivement, nous sommes complémentaires. Alors Daniel, tu peux nous dire quelques mots rapides pour te présenter? Alors donc moi je suis Daniel Lalique, business manager chez Actito depuis l'ouverture de la filiale en France en 2014. Et donc en deux mots, Actito, on est éditeur d'une plateforme SaaS de solutions de marketing intelligence. Et en fait, on accompagne nos clients, on aide nos clients à mieux gérer, à optimiser leur campagne marketing, leur communication avec leurs clients et leurs prospects. Et on les aide à mettre en place des campagnes marketing individualisées, temps réel, leur permettant vraiment d'exploiter toutes les occasions de contact autour des parcours clients et des parcours d'achat. Et Merci donc Daniel. effectivement, nous sommes partenaires Amabis. Thierry vous présentera Amabis, mais justement, les outils type Actito doivent s'appuyer sur de la data, de la donnée, de la connaissance client, et l'objectif d'Amabis, c'est de pouvoir réunir cette connaissance client afin de la mettre à disposition d'outils comme Actito. Ben voilà, c'est parfait Daniel. Donc Thierry Alain Grain, effectivement, je m'occupe du marketing chez Amabis et j'ai pas besoin d'en rajouter plus. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le sommaire. Donc on va brièvement retracer le contexte bien évidemment de ce webinaire dans le cadre d'une transformation digitale de l'entreprise. On va aborder ces 7 erreurs classiques, ces 7 écueils sur lesquels on doit s'attarder un petit peu aujourd'hui pour réussir cette transformation digitale. On fera une conclusion. À l'issue de cette conclusion, bien sûr, on vous posera quelques questions et vous aurez une séance de questions-réponses qui vous permettra de compléter votre information. Alors, la transformation digitale, c'est aujourd'hui de la simplification parce que c'est vrai que beaucoup d'outils et on utilise de plus en plus son smartphone nous permettent de rentrer dans une certaine simplicité. Alors une simplicité parfois tellement importante qu'on pourrait croire que les efforts appartiennent désormais au passé. C'est pas si vrai que ça parce que la simplicité n'est parfois qu'apparente, notamment lorsqu'on intègre des outils qui sont effectivement simples d'utilisation, mais la façon de les intégrer dans l'entreprise qui va modifier l'organisation fait que l'humain n'est pas aussi booléen ou binaire que le digital et ça peut impacter directement l'organisation. Donc il va falloir prendre garde à cette simplicité apparente. Ensuite, l'abondance de données.
grâce au digital, parce qu'on est omniconnecté, n'est pas forcément non plus synonyme de simplicité, parce que plus j'ai de la data, plus il faut la traiter, et plus je vais avoir de l'information certes à manipuler, mais c'est aussi un sujet de complexité. Troisième point, qui est un domaine que Daniel connaît bien, et il va nous en dire deux petits mots, c'est l'aspect réactivité, parce que cette transformation digitale, elle nous amène dans un instant présent, toujours la zapette à la main, toujours le smartphone à la main. Daniel, en deux mots, tout à fait. En fait, moi, quand je parle de transformation digitale, pour moi, l'un des objectifs de la transformation digitale dans le domaine du marketing client, du marketing relationnel, ça va être vraiment de s'adapter à tous les usages, tous les nouveaux usages des clients et des consommateurs. Donc, des clients qui sont de plus en plus hyper connectés, multicanal, mobiles surtout. Et donc l'idée, ça va vraiment d'essayer de leur apporter, de maximiser finalement l'expérience client tout au long de leur processus, parcours d'achat et cycle de vie. Et donc l'objectif en matière de marketing client, ça va être de vraiment connaître le client et de s'appuyer sur l'ensemble des données dont on dispose sur le client pour lui offrir des messages vraiment personnalisés et temps réel, parce qu'aujourd'hui il faut être partout, il faut être sur tous les devices, et avec des clients, donc comme je disais, hyper connectés. Donc l'idée, ça va être d'améliorer l'expérience client pour, bien entendu, côté annonceur, augmenter les taux d'engagement, les liens avec la marque, et bien entendu les taux de conversion. Et tout ça, ça va avoir des impacts en termes d'organisation, en termes de technique et d'opérationnel. Merci Daniel. Et puis, dernier point, c'est un aspect non négligeable aujourd'hui, c'est la législation. Peut-être certains le savent, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui a été voté en mai 2016, et qui rentre en application dès les nouveaux traitements dès cette année, sera complètement obligatoire en mai 2018. Et donc ça impacte directement les usages, ça impacte les bases de données, ça va impacter énormément de choses. Et donc c'est un point crucial dans la prise en compte de la transformation digitale. Premier écueil, première erreur, souvent on le rencontre, on va revenir en détail avec Daniel sur ces sujets-là, c'est la stratégie qui n'est pas correctement définie. Alors c'est pas parce que j'achète un logiciel aussi simple soit-il, un outil informatique aussi simple soit-il, que je ne vais pas avoir à définir ce que je vais en faire. D'accord ? Donc la ligne directrice, c'est le socle des autres étapes qu'on va voir par la suite ou des autres erreurs qui pourraient en découler, mais cette ligne directrice, c'est aussi un moyen de partage, de communication et de motivation dans l'entreprise, parce que lorsque le capitaine fixe un cap, par grand vent et marée ou tempête, ça va nous permettre effectivement de conserver la motivation des troupes et puis de savoir quelle orientation on va définir, dans quel cap on va maintenir. Alors, quels sont les ingrédients qu'on va mettre dans une stratégie ? Est-ce que c'est une stratégie de conquête, de fidélisation, de rétention ? Donc, quel type de clientèle je vais devoir fidéliser ? Donc, ça demande déjà une certaine analyse de l'entreprise. Par rapport à ma politique de produit-service, quelle orientation je veux obtenir. Donc cette stratégie, c'est vraiment le but à atteindre ou les buts à atteindre. On peut la décliner bien évidemment. Est-ce que je suis sur du court, moyen, long terme ? Et on peut avoir différents types de stratégies qui vont nous permettre ensuite d'établir, on va le voir dans les écueils suivants, un certain nombre de points de passage obligés. C'est bien sûr une stratégie qui doit être en accord avec la capacité de l'entreprise. Et c'est également quelque chose qui doit privilégier, ça Daniel il peut nous en parler en long, en large et en travers, de privilégier des ROI rapides. Voilà. Daniel, tu peux nous citer quelques exemples ? Alors moi, concernant cette thématique liée à la stratégie, à la ligne directrice, en fait, quand on parle de marketing client, on parle d'une chose, c'est-à-dire qu'on va bouleverser un petit peu les habitudes, c'est-à-dire l'entreprise, l'annonceur souhaite passer d'un marketing de masse qui consiste à envoyer le même message à tout le monde sans forcément tenir compte des besoins et des profils de ses clients. On va passer donc d'un marketing de masse à un marketing de plus en plus individualisé qui va être vraiment organisé autour des parcours clients, des interactions clients. Du coup, là où on était plutôt sur des campagnes centrées sur les calendriers promotionnels, commerciaux, centrées sur les produits,
On va mettre en place des scénarios, des programmes de conquête, de fidélisation, de rétention. Et pour rendre ces programmes efficaces, on a absolument besoin de vraiment comprendre quels sont les parcours clients selon les différents types de segments, quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain, quels sont les échanges qu'il peut y avoir entre un client et les différents acteurs impliqués dans la relation client. Du coup, on va vraiment devoir mettre à contribution tous les acteurs de la relation client dans l'entreprise pour justement radiographier les parcours clients, bien comprendre de quelle manière on va pouvoir récupérer la data qui est vraiment une part des éléments cruciaux dans le domaine de la gestion de la relation client. Et du coup, il faut absolument que le projet de mise en place d'une politique, d'une stratégie marketing orienté client soit soutenu et supporté et impulsé par la direction générale pour qu'ensuite on puisse obtenir facilement l'adhésion de justement tous les acteurs qui peuvent contribuer à la compréhension et au partage d'un discours cohérent au niveau de toutes les strates de l'entreprise. Et on a déjà eu l'occasion d'être confronté à des situations où le projet, la stratégie était menée par un consultant ou par seulement le responsable marketing dans son coin. Et si le projet, la stratégie n'est pas porté suffisamment haut pour ensuite redescendre au niveau des différents départements, le projet en général sur 90% des cas, arrive à échouer, est avorté. Donc importance de vraiment faire porter cette stratégie au niveau direction générale pour ensuite redescendre cette vision partagée au niveau de l'ensemble des acteurs impliqués. C'est tout à fait ça, Daniel, hein. C'est-à-dire que comme on va impacter, comme tu le disais si bien, l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, il faut vraiment qu'il y ait le poids de la direction générale pour pouvoir faire que l'ensemble des équipes et des différents services travaillent de concert. Et c'est ce qui nous amène au deuxième écueil, souvent, c'est cet aspect mode projet, dans lequel un des premiers points, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires, ensemble dans la même direction, comme on vient de l'évoquer. Et dans ces équipes, bien sûr, on va retrouver non seulement des gens du métier, mais des gens du système d'information. Et ça, c'est excessivement important que les demandeurs, finalement, les utilisateurs, puissent travailler avec les gens aujourd'hui qui sont un petit peu les maîtres de l'information dans l'entreprise, que sont les gens du système d'information. Et pour ça, en plus, on va le faire selon une méthode agile, Daniel. Oui, méthode agile. Donc, Thierry, tu l'as dit, et je l'avais évoqué tout à l'heure. Vraiment réunir autour de la table l'ensemble des acteurs impliqués dans la relation client pour les mettre à contribution et comprendre quelles sont les interactions au niveau de chaque département de l'entreprise et pouvoir bâtir ensemble une vision commune de la relation client, des parcours clients et donc des discours à tenir à chaque étape de la relation et du parcours. Et méthodologie agile, ensuite, on le verra plus en détail par la suite, mais l'idée c'est vraiment de construire ensuite cette vision stratégique de manière très progressive. C'est-à-dire éviter de définir un projet et un cahier des charges très lourd avec une vision tout de suite, un déroulé sur 2 ans, mais essayer d'avoir cette vision sur 2 ou 3 ans et puis derrière construire son projet par lot à taille humaine, on va dire, et pouvoir valider la pertinence de chaque sous-projet, de chaque scénario, de chaque programme en fonction des résultats obtenus, des résultats observés, et progresser étape par étape, avec un apprentissage continu pour arriver à cette vision stratégique qu'on s'est fixée. Et après, ça nécessite aussi donc d'avoir des outils très flexibles, très souples d'utilisation, qui permettent vraiment dans des cycles très courts et avec le minimum de technicité de mettre en place ces programmes et de pouvoir s'appuyer aussi sur on le verra plus en détail tout à l'heure, mais sur de la data, de la connaissance client, des bases de données qui vont pouvoir également être construites de manière très progressive, de manière agile, avec la possibilité progressivement d'intégrer, d'injecter des données utiles aux nouveaux scénarios et aux nouveaux programmes que l'on souhaite mettre en place. Donc vraiment l'agilité, c'est le maître mot chez Actito, chez Amabis, et c'est ce qu'on impulse chez nos clients pour leur permettre de ne pas se tromper et d'avancer pas à pas en fonction des résultats observés, tout simplement. Voilà, donc on impacte le client, enfin on l'intègre directement à la réflexion, on travaille à ses côtés, et ça m'amène au troisième point qui est le point de l'accompagnement externe. Ce point d'accompagnement externe parce que c'est pas le poisson rouge qui est le mieux placé pour parler de son bocal, et lorsqu'on touche à l'organisation de façon horizontale de l'entreprise, parce que c'est l'ensemble des services qui peuvent être concernés, eh bien on va avoir besoin
de cette vision globale de l'entreprise. Et pour ça, dans cette vision globale, on va réunir un certain nombre d'éléments ici. Bien sûr, on a parlé, à partir de la stratégie, on va définir des objectifs. On va voir quels sont les revenus attendus. On va voir quels sont les coûts qui peuvent être mis en jeu. On va bien sûr tenir compte des risques, parce que ça, c'est un des aspects importants du projet. On va avoir des jalons et des étapes qui peuvent nous mettre en évidence les risques à surveiller en priorité. Et puis, on a les outils à disposition. Quels sont ceux dont on va disposer au sein de l'entreprise ou qu'on va pouvoir faire venir de l'extérieur. Et puis, les compétences internes aussi. Ça, c'est une part essentielle dans ces modes projet, de s'appuyer sur des compétences à la fois internes et externes. Et puis, bien sûr, cet aspect de délai dans tout projet. Voilà, on a cette composante qui est essentielle pour pouvoir fonctionner en méthode agile avec ces équipes pluridisciplinaires, parce que la souplesse est un maître mot, mais toujours avec une vision à la fois globale et précise, non seulement dans la stratégie, mais aussi dans les objectifs. Et je rajouterais, si je peux me permettre, Oui, juste un complément au niveau de l'accompagnement externe. Effectivement, on se rend compte parfois que lorsqu'il faut réunir différents services, par exemple le digital, le réseau, le call center, enfin tous les services impliqués dans la relation client pour essayer de bâtir cette vision au niveau des parcours clients et des étapes de la relation client sur lesquelles on va pouvoir rebondir en matière de marketing automation. Donc lorsqu'il faut réunir toutes ces personnes-là, qui sont jusqu'à présent organisées en silos, qui communiquent très peu, il peut être vraiment intéressant d'avoir un accompagnement externe qui va vraiment être, neutre de tout conflit d'intérêts. Et donc qui va vraiment instiller cette stratégie et discuter avec chacun de manière égale pour vraiment obtenir l'adhésion de chacun et leur contribution dans cette compréhension des parcours et dans la construction des messages, des contenus à communiquer auprès des clients. Parce que c'est vrai que parfois les projets sont menés soit par la direction commerciale, soit par la direction marketing, qui peut être regardé avec un œil un peu, méfiant de la part des autres services. Et cet accompagnement externe, s'il est apporté, introduit par la direction générale, lui avoir pour rôle justement d'être fédérateur. Oui, nul n'est prophète en son pays, et parfois, effectivement, la personne extérieure aura, en disant la même chose que ce qu'on dit en interne, sera mieux écoutée parce qu'elle est externe et qu'elle ne rentre pas dans un jeu de lutte d'influence, par exemple. Voilà. Troisième écueil, c'est celui des objectifs et de la roadmap. Alors, qu'est-ce qu'un objectif ? Un objectif, c'est avant tout une action qui va être observable, mesurable, ça on y reviendra tout à l'heure, mais déjà on pose ici cette définition parce que il n'y a pas d'objectif si on ne peut pas le mesurer. Si c'est pas mesurable, si c'est pas quantifiable, ça ne peut pas constituer un objectif. Et l'objectif, c'est forcément une action qui ne dépend que de nous ou que des services dans l'entreprise. Contrairement à la stratégie qui est le but à atteindre, les objectifs, ce sont des actions que l'on va pouvoir mener et qu'on va pouvoir définir dans le temps. C'est la grande définition de l'objectif, c'est celle-ci. Et là, on va devoir les prioriser. Et Daniel, toi, d'un point de vue marketing, objectif roadmap, c'est quand il y a un plan marketing, on retrouve ses fondamentaux. Oui, complètement. En fait, j'en parlais tout à l'heure, donc l'idée, c'est de se fixer une stratégie marketing orientée client, donc changer un peu de paradigme. Et puis, on va mettre en place des programmes de conquête, de fidélisation, de rétention, d'upsell, de cross-sell, etc. Donc ces programmes vont être activés autour des parcours clients, des touchpoints, des points d'interaction qu'on peut avoir avec lui, etc. Et l'objectif, c'est d'atteindre cette vision long terme en matière de marketing relationnel. Ceci dit, on est sur un changement de paradigme, un changement d'habitude. Ça va impliquer, bien entendu, on l'a vu, une réorganisation, une discussion entre les différents acteurs, et puis la mise en place peut-être de nouveaux outils et de nouvelles façons de travailler, donc des coûts associés bien entendu. Donc ce qu'on recommande fortement, c'est ensuite, comme je le disais, construire progressivement cette vision marketing en identifiant dès le départ les premiers scénarios, les premiers programmes qu'on va pouvoir très facilement mettre en place avec un minimum d'efforts, un minimum de changements en termes d'un point de vue technique notamment, un minimum, mais qui sont susceptibles vraiment d'apporter des résultats immédiats sur le très court terme.
Donc par exemple, si on est dans une logique de vente, de retail, de grande distribution, etc., on va s'attarder sur des scénarios de type relance de panier abandonné, de type welcome pack, de type d'upsell suite à un achat, etc. Donc des choses très faciles à mettre en œuvre et qui peuvent très vite apporter des résultats, pour peu qu'on ait bien travaillé sur la personnalisation, qu'on ait bien travaillé sur le temps réel, etc. Et donc ça va permettre de rapidement démontrer la valeur de cette nouvelle stratégie auprès de la direction générale, donc de conserver, d'entretenir sa motivation à aller dans ce sens-là. Ça va permettre de conserver l'adhésion aussi de tous les acteurs impliqués qu'on a dû réunir autour de la table en leur montrant les réels bénéfices liés à cette nouvelle stratégie pour le marketing et pour l'ensemble des acteurs de la relation client. Et donc voilà, prioriser ces chantiers en fonction du rapport complexité-coût et bénéfices escomptés, et progressivement développer les programmes peut-être un peu plus coûteux, mais en ayant démontré la valeur dès le départ. Alors, ce que tu évoques là, Daniel, d'ailleurs, on le retrouve d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire des choix d'outils, des choix de réorganisation au sein de l'entreprise, on va avoir exactement la même démarche parce que la priorisation sera la même, parce que l'identification des points de rupture sera aussi stratégique, parce que, bien sûr, on aura défini les mêmes objectifs. Et puis, dans les délais, on aura aussi cette réactualisation parce qu'on sait très bien que lorsqu'on est notamment en méthode agile, il y a des choses qu'on envisage, on balise dans le temps et puis il y a des décalages, il y a des glissements. Donc il faut réactualiser régulièrement sa roadmap. Et là, il y a un terme qui est intéressant, c'est les points de rupture. Effectivement, dans le cadre d'un parcours client, on va dire cross-canal, sans rupture, l'objectif, ça va être d'apporter une cohérence entre les actions terrain au niveau du magasin, par exemple, et les actions qui peuvent être menées au niveau du site web. Et pour peu qu'on ait mis en place un scénario très facile d'un point de vue technique et opérationnel pour créer justement un parcours sans couture entre ce qui est dit en magasin au prospect et ce qui est affiché au niveau du site web lorsque l'individu retourne sur la marque, mais au niveau du site web, ça va tout de suite apporter des meilleurs taux d'engagement et de conversion. Et là, on va rapidement démontrer la valeur lié à la mise en place justement d'un parcours d'achat multi-contact, multi-canal, et donc démontrer à très court terme la valeur liée à ce type de projet orienté client. Quatrième écueil, quatrième erreur, c'est la smart data. Alors qu'est-ce que la smart data? C'est que lorsqu'on a cette abondance de data, il faut se poser systématiquement la question de son utilité et de sa valeur, de sa complétude. On va voir d'un certain nombre d'autres critères. Et ça, Daniel, d'un point de vue marketing, c'est stratégique parce que si je n'ai pas la bonne information, forcément, je ne vais pas pouvoir analyser mes cibles, je ne vais pas pouvoir relancer correctement. Et il faut savoir si dans ma base de données, je garde de l'information qui est utile et si cette information en l'état, elle a une valeur, c'est-à-dire que si cette data, finalement, ça me donne une information. C'est parce que je peux avoir plusieurs data. Une fois agrégé, me donner une vraie valeur, une vraie information. Tout à fait. En fait, on se rend compte que dans l'entreprise, on dispose énormément de données autour du client. Les données sociodémographiques, déclaratives, transactionnelles, comportementales web, comportementales applications mobiles. Énormément de données autour des interactions qu'on a pu avoir avec le client. On commence aussi à avoir de plus en plus de données au niveau de leur parcours physique au sein du magasin, avec des technologies type beacon, type Wi-Fi, qui permettent vraiment de traquer le parcours du client en magasin et d'obtenir davantage de data sur leurs préférences, sur leurs besoins, etc. Et donc à ce titre, on en vient à obtenir des vrais puits de données, on parle de data lake aujourd'hui, et donc l'ensemble de ces informations ne sont pas exploitables en l'état dans des outils par exemple de marketing automation ou d'autres outils, orientés CRM, commercial ou call center. Donc l'objectif, ça va vraiment de se focaliser sur la donnée clé. Quelles sont les données qui vont vraiment apporter de la valeur dans ma stratégie orientée client et que je vais pouvoir exploiter dans des outils type Actito. Nous, on distingue 3 types de données utiles, vraiment utiles. Ce sont des données qui vont être dédiées au ciblage. Donc je vais cibler, je vais segmenter mes clients. Donc quelles sont les datas dont j'ai besoin pour cibler et segmenter. Ensuite, on va avoir les datas qui sont utiles à la personnalisation des messages. Monsieur, madame, le nom, le prénom, le descriptif du produit lié au panier qui vient d'être réalisé, etc. Et troisième catégorie de données, les données qui sont utiles à la mesure
à l'analyse des résultats, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par une campagne, l'ensemble des transactions, etc. Donc ces trois types de données vont vraiment être importantes pour une activation marketing. Et l'idée d'identifier quelles sont ces données clés dont j'ai besoin pour remonter dans le data mart marketing, qui pourrait être au préalable agrégé dans le RCU justement, vont me permettre de définir, d'appréhender la configuration de la base de données et voir quelles sont les données utiles ou pas. Et surtout, mettre de côté toute information inutile, parce qu'elle viendrait alourdir finalement l'outil destiné aux marketeurs et ce qui rendrait la tâche beaucoup plus complexe en termes d'usage au quotidien. Alors tu as employé tout à l'heure un mot excessivement important qui est le mot droit. Quelles sont les données que je peux travailler, que j'ai le droit de travailler. Et ça, c'est un point essentiel aujourd'hui parce que la législation renforce les droits du consommateur. Elle va contraindre l'annonceur et les prestataires, d'ailleurs, qui deviennent co-responsables dans le traitement de l'information. Donc les opt-in vont devoir se généraliser, puisque pour faire un score, il faudra demander un opt-in. Les durées légales de conservation des données vont devoir être gérées de façon différente. Enfin, il y a tout un tas d'évolutions qui vont se faire et qui doivent être prises en compte dans, d'une part, le stockage de cette information, mais également dans son utilisation. De même, dans l'enrichissement de l'information, parce que parfois mon information n'est pas complète, donc je vais pouvoir aller, aujourd'hui j'ai cette capacité légale de pouvoir enrichir par exemple de la date de naissance ou du nombre d'enfants ou de choses sociodémographiques sur le foyer, sur l'individu ou même sur l'entreprise, puisqu'on peut travailler aussi en B2B avec des compléments d'activité, des compléments de chiffre d'affaires, des compléments divers et variés qui permettent de qualifier mieux le potentiel. C'est également quelles sont, à prendre en compte, les capacités de mise à jour de l'information que je collecte. Parce que si cette information est à date de péremption et que je n'ai pas la capacité de la mettre à jour, est-il utile que je puisse la conserver? Est-ce qu'il faut que je la conserve? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si le stockage ne coûte pas forcément grand-chose, l'exploitation coûte et du coup, c'est peut-être pas la peine d'enregistrer l'information qui ne sera pas mise à jour ultérieurement. On a parlé d'agrégats aussi tout à l'heure, de score, de typologie, de segmentation. Donc ça, c'est la préparation de l'information qui n'est pas forcément exploitable en l'état. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, typiquement, j'ai un ticket de caisse, ce ticket de caisse n'a pas forcément une valeur unitaire intéressante. Par contre, l'agrégation de différents tickets de caisse peut me donner une valeur moyenne du client, peut me donner une fréquence d'achat, peut me donner des rayons qui sont plus consultés que d'autres, etc. Donc l'agrégation, la préparation de l'information pour ces scores qui sont des notes probabilistiques individuelles de comportement par exemple, ou pour des groupes, typologies, segmentation qui vont être calculés dans la base ou qui pourront être calculés dans la base. La vision unique du client, ça se construit avec un certain nombre de règles que l'on doit définir avec bien évidemment l'annonceur, parce que quelles sont les règles d'unification? Est-ce que je travaille déjà au niveau du foyer ou de l'individu? Lorsque je travaille en B2C, est-ce que je travaille au niveau des services en B2B? Comment est-ce que j'agrège mon information? Si j'ai un nom qui est renseigné, un prénom qui est renseigné dans un champ et que j'ai son initiale uniquement, est-ce que c'est un doublon ou est-ce que c'est un autre membre du foyer? Voilà, j'ai tout un tas de questions qui peuvent se poser sur cette vision unique du client. Écueil 5, une fois qu'on a choisi cette information utile, c'est comment est-ce qu'on va la rendre disponible, c'est le data ready, comment est-ce qu'on va la rendre disponible aux différents outils qui gravitent dans mon système d'information, que ce soit un outil de marketing automation comme celui d'Actito, que ce soit un outil CRM par ailleurs. Donc comment est-ce que je rends disponible cette information? Et effectivement, je vais devoir simplifier l'accès aux données. Ça, c'est vraiment un des aspects clés pour le marketeur, c'est d'avoir cet accès aux données et bien sûr de rentrer dans la qualité, la normalisation de la donnée. Et si on travaille aujourd'hui de plus en plus avec Actito, c'est parce que dans les nombreux projets que vous rencontrez dans la mise en œuvre du marketing automation, un des écueils principaux, c'est que la donnée n'est pas accessible. Daniel? Oui, tout à fait. En fait, on peut disposer d'énormément de données autour du client dans l'entreprise, mais qui en l'état, si cette donnée n'est pas transformée, organisée, restructurée, peut être très complexe à manipuler par le marketeur.
pour le ciblage, la personnalisation, la création de segmentation automatique, etc. Donc à partir de ces données brutes, l'objectif c'est vraiment de retravailler cette donnée, de la structurer, de la rendre propre, qualitative, fiable et également manipulable justement par des marketeurs. Donc un des enjeux d'un projet de marketing automation, c'est de partir d'un modèle de données brut chez le client ou de différentes sources de données, de centraliser cette data, de l'agréger et de la rendre fiable et qualitative, et ensuite de la structurer de telle manière qu'elle puisse être facilement opérable, manipulable en termes de ciblage, notamment par un marketeur. Que ce soit écrit en langage naturel, avec une logique de présentation qui lui permette assez facilement d'atteindre les objectifs que se donne le marketeur en termes de création d'audience ou de segmentation. Et c'est vrai que dans les projets qu'on rencontre aujourd'hui, autant la mise en œuvre et le paramétrage d'un outil peut être simple, autant si mes datas ne sont pas correctement agrégées en amont, je vais retarder l'intégralité de mon projet parce que finalement c'est le carburant de base, et si ce carburant je ne l'amène pas, mon outil il a beau être performant, il a beau être souple, mes scénarios ils ont beau être définis, si je n'ai pas la data pour carburer, je suis en plan. Alors, étape 6, c'est l'adaptation des processus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on intègre des outils qui vont toucher et impacter un certain nombre de services, qui ont donc une horizontalité dans l'entreprise, on va devoir revisiter, voire créer de nouveaux processus pour alimenter l'information, pour pouvoir exploiter les outils, pour pouvoir tirer la quintessence de cette information. Et parfois, il est plus facile d'adapter les processus à l'outil ou aux outils qu'on est en train de mettre en place que de vouloir absolument adapter les outils en profondeur. Je ne parle pas de paramétrage parce que là, Daniel va pouvoir nous le confirmer. Aujourd'hui, la plupart des outils sont facilement paramétrables. Il s'agit de paramètres. Il ne s'agit pas de faire du développement spécifique sur ces outils, Daniel. Oui, en l'occurrence, en tout cas pour Actito, c'est un outil qui est très très facile d'utilisation, très facile en termes de mise en œuvre et de mise en place des scénarios, des règles de segmentation et j'en passe. Non, l'usage de l'outil est très orienté utilisateur et très ergonomique. Après, comme on l'a dit dans le slide précédent, la data c'est le carburant du marketing automation. On parle de data driven marketing, c'est pas pour rien. Mais derrière, il faut que cette data soit fiable, qualitative et structurée de telle manière qu'elle puisse être manipulable. Ce qui sous-entend parfois, lorsqu'on va travailler avec les différents acteurs qui sont à la source de la captation de la donnée, que ce soit le vendeur avec ses tablettes en magasin, que ce soit le call center, que ce soit les formulaires exposés sur le site web. Donc tous ces processus de collecte d'informations autour des clients peuvent parfois être amenés à être revus, justement, pour, lorsqu'on va les centraliser et les agréger dans un référentiel client unique, dans un data mart marketing, puissent être plus facilement rapprochés, dédoublonnés, afin d'obtenir cette vision 360 du client, donc autour d'une vision unique du client. Et quand on intègre un nouvel annonceur, on se rend compte parfois que un coup, par exemple, le champ date, il est de type A au niveau d'un formulaire, il est d'un autre typage au niveau du logiciel de call center, ce qui peut parfois complexifier ce rapprochement. Donc il n'est pas, alors c'est peut-être, ça représente un peu d'adaptation au départ, mais derrière on en retire des vrais bénéfices en termes de processus d'alimentation et d'activation marketing ensuite dans les outils. Alors la résistance au changement est un facteur naturel humain, donc il va falloir vendre le changement. Alors vendre le changement bien sûr en interne aux collaborateurs lorsqu'on intègre de ces systèmes, qu'on modifie ces systèmes d'information avec de nouveaux outils tels que un RCU, un outil CRM ou un outil de marketing automation, mais vendre aussi parfois le changement aux consommateurs parce que les usages changent. Dernier point, Daniel, oui. En fait, je voulais dire, vendre le changement, c'est spécifier au côté consommateur le bénéfice qui va être lié à une bonne complétude de l'information au niveau des formulaires, en lui expliquant qu'on pourra lui envoyer des messages vraiment adaptés à ses besoins et pourquoi pas utiliser un système de compensation. Et puis aussi spécifier le sens de la collecte de la donnée au niveau en interne, au niveau des collaborateurs, en magasin, au niveau du call center, les sensibiliser sur l'importance de vraiment saisir de la donnée de qualité et quels sont les bénéfices qu'eux vont pouvoir en retirer. Typiquement,
le fait qu'un vendeur en magasin saisisse l'ensemble des données intéressantes pour le marketing vont permettre au marketing de communiquer des informations pertinentes, des messages pertinents et temps réel aux prospects qui aideront le vendeur ensuite à mieux transformer l'individu en client grâce justement à un parcours d'achat sans couture, personnalisé. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux de bénéfices pour l'ensemble des acteurs qui doivent contribuer justement à cette gestion du parcours client. Merci Daniel de cette précision. Donc écueil 7, évaluation et mesure. Et aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, pas d'objectif sans mesure, mais dans le cadre de la méthode agile qu'on évoquait également, on a besoin de cette mesure. Et donc c'est l'évaluation par la mesure pour tirer des enseignements et puis des corrections éventuelles dans un processus continu et perpétuel de réajustement, comme on l'évoquait avec cette méthode agile. C'est test and learn, j'apprends, je corrige. Et ces tableaux de bord, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les avoir relativement plus facilement parce qu'avec l'omniconnectivité, les réactions remontent beaucoup plus rapidement, on peut tracer beaucoup plus de choses et ça nous permet de surveiller, donc d'avoir un pilotage des instruments qui nous permet de réajuster le tir. Et ça, c'est un écueil souvent parce que les gens ne pensent pas à valider en même temps que la définition des objectifs, la définition des mesures qui doivent être prises lorsque, des KPI en fait, des outils de mesure, donc qui doivent être définis en même temps que les objectifs pour mesurer ces actions, mesurer le rendement des actions. Oui, tout à l'heure on parlait de construction progressive de ces programmes, de ces scénarios et de réajustement permanent en fonction des résultats obtenus. Donc il faut au départ préciser les KPI, comme tu l'as dit, qui vous permettent de mesurer la pertinence des scénarios. En conquête, ça va être le chiffre d'affaires, les taux de conversion, en fidélisation, les indices de satisfaction, en rétention, le nombre de contrats que l'on a pu préserver, etc. Et ça va vraiment permettre au fil de l'eau de mesurer la pertinence des scénarios. Si celle-ci ne donne de résultats infructueux, on abandonne, on passe sur un autre scénario, ou alors si les résultats sont probants, on fait évoluer ce scénario et on essaye d'obtenir de meilleures performances. Donc vraiment cette construction progressive, mais au départ, quand on priorise les chantiers, bien définir les KPI. Oui, tu l'as dit, en plus il y a un mot important, tu as dit on abandonne. Il ne faut pas avoir peur ici, dans ce contexte d'évolution perpétuelle et d'agilité finalement, de partir sur une voie qui n'est peut-être pas la bonne, mais c'est par le test finalement et la mesure qu'on va s'apercevoir qu'elle est bonne. Donc c'est par des faits concrets, c'est par de la mesure réelle qu'on va décider en tout état de cause si on doit continuer dans cette voie ou si on doit abandonner cette voie. Et l'échec n'est plus... on vit un monde qui va tellement vite qu'on ne peut plus se permettre d'attendre, d'être sûr que tout va fonctionner. On doit faire les choses. Ajuster et corriger en permanence après avoir fait une mesure. Donc ça, c'est un point excessivement important. Voilà, on en arrive à la conclusion de ce webinaire avec quelques points importants. Donc on l'a vu, il faut parfaitement définir sa stratégie, le mode projet, les objectifs, la roadmap, les KPI, parce que toute cette définition préalable, elle est stratégique pour pouvoir, tout au long du projet, évoluer correctement. Ça, on vient encore d'insister dessus. C'est de prioriser, de privilégier des ROI rapides et une simplicité tant de mise en œuvre que, bien sûr, d'exploitation. Et ça se fait avec un accompagnement selon une vision globale extérieure qui a deux dimensions. Une première dimension horizontale dans l'entreprise qui est celle tridimensionnelle de l'humain, de l'organisation et des technologies. Donc il faut qu'on ait cette vision-là et on a aujourd'hui entre Actito et Amabis cette vision tridimensionnelle horizontale d'organisation dans l'entreprise. Et puis c'est une dimension plus verticale métier qui est celle du marketing, du commerce de façon générale, des systèmes d'information et aussi toujours cette branche législative qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui avec l'évolution donc de la loi européenne sur la protection des données. Alors, avant de passer au dernier sondage là, qui vous concerne, on va dire deux petits mots du marketing automation et du data management et donc de l'approche complémentaire Actito-Amabis. Voilà, donc Actito-Amabis, c'est un aspect de conseil, d'éditeur et d'intégrateur sur l'ensemble des systèmes, enfin l'ensemble des points clés du système d'information marketing de l'entreprise, c'est-à-dire la qualité et l'enrichissement de données. C'est l'aspect référentiel client unique, Datamart, qui est un sous-ensemble du RCU
et de la DNP. C'est bien sûr les aspects CRM, c'est les aspects de marketing automation, et tout à l'heure Daniel l'évoquait également, c'est des aspects de business intelligence qui vont permettre de faire à la fois du reporting et de faire du marketing prédictif dans lequel on va, grâce à des scores, prédire le comportement, voire en temps réel, le comportement donc du consommateur. Ça peut être de la prédiction de panier, c'est tout un tas de la recommandation de produits et autres. Alors, c'est vrai qu'on intervient à Actito Amabis sur des secteurs similaires, on a des clients communs et on intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité parce que tout le monde, absolument tout le monde est concerné par la gestion de clients, par la gestion éventuellement même d'autres les appelaient avant des usagers dans le secteur public. Donc on est présent sur le transport, sur le retail, sur le service bien évidemment. Alors, on est vraiment sur des approches multi-secteurs d'activité, multi-taille, multi-canal, e-commerce, retail, etc. Donc on a cette flexibilité et cette agilité de pouvoir aborder n'importe quel type d'activité grâce à des solutions et du service qui va être adapté aux besoins de nos clients et aux tailles d'entreprise. Merci Daniel. Alors Adeline, on va pouvoir afficher le dernier sondage parce qu'on a envie de vous poser la question pour orienter nos prochains webinaires, voire des ateliers en salle. Parmi les 7 écueils là qu'on vient d'évoquer, quels sont les 2-3 sujets les plus importants pour vous, les 2-3 sujets prioritaires pour vous dans ce que vous mesurez aujourd'hui dans votre entreprise? Donc Adeline, si tu peux nous afficher le deuxième sondage, s'il te plaît. Alors, ouais, je ne sais pas si je vais... Adeline, alors juste on va vous... Voilà, le deuxième sondage. Voilà. Voilà, vous voyez le sondage. Alors vous avez le droit de... Vous pouvez voter sur 2-3 sujets. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous inviter soit dans une salle physique, soit dans un autre webinar pour avoir un atelier un tant soit peu plus technique. Alors, j'ai vu tout à l'heure, on va passer ensuite à la séance de questions-réponses. Donc, conservez vos réponses. Mais oui, vous allez pouvoir télécharger le diaporama à l'issue de ce webinaire. Il n'est pas encore en ligne et je le mettrai en ligne dès que nous en aurons terminé avec Daniel de cette présentation. Voilà, donc on a finalement, aujourd'hui, à part les objectifs et les roadmaps qui semblent bien définis, la Smart Data, la Data Ready. Alors la Smart Data, oui, ça c'est effectivement un critère important. Définition de la stratégie, évaluation, mesure, KPI, adaptation des processus. Alors oui, j'en profite, je vois qu'Adeline vous répond. Le webinaire est disponible en replay pendant une semaine. Bon, la Smart Data, ça reste, Daniel, tu vois, un sujet d'actualité, mais on se rend compte, mine de rien, que la définition de la stratégie, c'est pas si évident que ça. Et quand on n'a pas de définition de stratégie derrière, la mise en application des objectifs et de la roadmap est plus compliquée parce que, bien évidemment, c'est la stratégie qui va conditionner la définition des actions qu'on va mettre en œuvre pour atteindre cette stratégie et la roadmap découlera, bien évidemment, des objectifs. Oui, j'imagine que le se situe au niveau de quels sont les objectifs stratégiques prioritaires que je dois me fixer en termes de conquête, de feed, de rétention, d'upsell, cross-sell, et comment je vais pouvoir activer cette stratégie, la matérialiser au niveau par exemple des parcours d'achat, des cycles de vie client, quelles sont les occasions de contact que je vais pouvoir exploiter et comment dessiner cette stratégie avec une vision sur plusieurs années pour essayer d'activer mes clients dans une logique one-to-one. Et après, quelles sont les datas dont j'ai réellement besoin pour activer tout ça? Effectivement, je comprends la question. Alors on a fait une petite erreur, enfin j'ai fait une petite erreur sur le sondage, c'est que j'ai pas mis le choix multiple, j'en suis désolé, et je pense pas qu'on puisse le modifier maintenant, à moins qu'Adeline tu puisses le modifier. Bon voilà, non, a priori, oui, alors voilà, Adeline va cocher la case qui va bien. Voilà, a priori Adeline a dû cocher la case qui allait bien, qui était plusieurs choix possibles.
Non, c'est une erreur, hein, Maurice. On a limité un choix, c'est parce qu'il fallait cocher plusieurs choix multiples. Et voilà, ça n'a pas été fait dans la précipitation tout à l'heure. Merci Adeline. Voilà, donc vous avez la possibilité effectivement constituer l'équipe projet, définir l'objectif roadmap. Voilà, donc la Smart Data, très bien. Merci de ces précisions. Avant de passer donc juste un petit mot nous concernant, parce que j'ai une petite annonce à faire. Le mardi 18 octobre, prochain webinaire Amabis, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la chaîne Amabis sur le CRM. Donc c'est le 18 octobre. Vous pouvez nous retrouver donc sur cette chaîne Amabis. Et je crois, Daniel, qu'on peut ouvrir la séance de questions-réponses. Topissime, Maurice. Bravo. Alors, merci à tous les deux pour ce... D'accord, merci Yanez. Merci. Alors, quelle référence en B2B? Daniel, je te laisse répondre en priorité. Alors, pour le coup, côté Actito, c'est vrai qu'on est historiquement très orienté B2C, donc parce que notre vocation et notre valeur ajoutée s'est située dans la capacité à gérer des gros volumes de données, donc avec des gros volumes de consommateurs et de data associés à ces consommateurs. Donc on était beaucoup dans une logique de production de masse avec dans le domaine du B2C. Donc l'idée étant d'automatiser, d'industrialiser des programmes importants sur des gros volumes. Et on a depuis quelques mois intégré des fonctionnalités qui sont davantage demandées par le B2B en termes de lead management, de lead nurturing, de scoring, etc. Ce qui nous a permis d'intégrer des premiers clients dans le domaine du B2B. Bon, c'est surtout des clients qui font à la fois du B2C et du B2B. Et on est en train d'étoffer justement notre offre pour davantage aller vers le B2B. Mais c'est vrai qu'historiquement, on est pas mal situé dans le domaine du B2C. Alors c'est vrai aussi que le marketing automation, Daniel, c'est d'abord les gens du B2C parce qu'il y avait du volume et une autre approche aussi du commerce en B2C qui se sont équipés en marketing automation, alors que c'est un peu moins réactif parce que les cycles de décision sont assez différents dans l'entreprise. Hein. Les cycles de décision se font en groupe. On n'est pas dans de l'achat impulsif ou dans de l'achat où j'ai qu'un seul décideur finalement. Hein. Dans l'entreprise, il y a souvent un comité projet qui décide de l'investissement de tel ou tel type de biens à caractère industriel ou de service. Oui, tout à fait. Quand on parle de marketing automation en B2C, voilà, on est sur de l'achat répétitif, de consommables, etc. Nous, on a des clients dans le B2B qui vendent de la formation, qui vendent du consommable. Donc voilà, on est sur des cycles d'achat très courts avec du repeat business régulier. Et lorsqu'on parle de marketing automation en B2B avec des cycles de vente longs, là, effectivement, il faut faire appel à des fonctionnalités, on va dire, de lead scoring, lead management au long cours, en définitive. Et donc, il y a des outils sur le marché qui sont très orientés sur ces sujets-là, sur les terrains sur lesquels nous allons, mais sans oublier notre cœur d'activité qui est le B2C, le repeat business. Alors moi je précise pour Amabis que le cœur de business était plutôt le B2B au départ parce que il y a une complexité dans la data quality qui est supérieure en B2B du fait de la fonction, du fait de la société, etc. Donc on travaille avec des gens qui sont dans l'édition, comme par exemple le groupe Francis Lefebvre Édition qui est le numéro 1 en France, le numéro 2 en Europe et le numéro 4 au monde de l'information juridique et financière. On travaille aussi avec des VADistes comme INMAP, parce qu'historiquement les VADistes étaient des gens qui traitaient un volume d'informations, mais toutes les entreprises sont concernées par la gestion de la data, que ce soit pour construire des RCU ou que ce soit pour construire simplement, on a par exemple la gendarmerie nationale ou Pôle emploi, parce qu'il y a de la data, on a besoin de gérer des données. Donc, ce n'est pas vraiment des clients, là, mais bon, il y a des données à gérer. Donc, on est vraiment tout secteur d'activité. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur nos sites respectifs les logos de ces sociétés et dans la présentation également. Sur chaque sujet à part entière. Ah ben voilà, Bénédicte nous demande... Une série de webinaires, un webinar tour. Voilà. Voilà, un webinar tour. Bah, écoute, on a pour l'année 2017, Pourquoi pas. On a un programme. Voilà. Bon, Bénédicte, merci. Voilà. D'autres questions concernant... Alors, je vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que j'en aurais loupé?
Non, je vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu en as vu, Daniel, toi, d'autres questions? Non, j'ai pas vu de question. Maintenant, on peut inviter les participants à consulter Amabis ou Actito pour toute question relative d'un côté au traitement qualitatif de la data et de l'autre à l'outil de marketing automation et voir dans quelle manière on peut répondre à leurs problématiques et comment on pourrait les accompagner sur des réflexions, des sujets. Voilà, après ce Alors, j'ai webinaire, retrouvé on reste en contact. Et puis, J'ai retrouvé une question de Laurent là, qui demande si on opère également sur les dispositifs de communication, en particulier la génération de leads. Alors forcément, quand on travaille sur le système d'information, on va gérer ces leads-là. Après, c'est quelles sont les opérations de communication que vous allez mettre en avant, type livre blanc, type... enfin, il y a mille et une façons de générer du lead. Après, c'est comment est-ce qu'on le collecte. Et là, oui, on va intervenir. Et comment est-ce qu'on le consigne dans le CRM ou dans d'autres outils de marketing automation pour pouvoir relancer? Oui, on intervient. Je pense, tu peux peut-être compléter éventuellement, Daniel, mais oui, on intervient dans ces phases de génération de leads. oui, la génération de leads implique différents composants. Il y a le contenu, le content marketing, l'inbound marketing, la source de données, comment on va capter les leads. Est-ce qu'on parle ici à partir d'une adresse IP, d'un user anonyme qui se connecte à mon site, essayer de retargeter avec un message pertinent? Est-ce que c'est construire du contenu dans une logique justement d'inbound marketing? Est-ce que c'est norterer le lead une fois qu'il a été capté pour le conduire, l'influencer, l'accompagner jusqu'à l'acte d'achat? Enfin voilà, il y a différentes composantes. Amabis et Actito, on couvre un certain nombre de ces composants. Sinon, on a des partenaires aussi qui vont pouvoir intervenir en amont ou en aval de ce cycle lié à la génération et au traitement des leads. Il faudrait qu'on ait un peu plus de précision sur le besoin et la question. Je pense qu'effectivement, là, on a apporté une première réponse, Laurent. Merci de nous le confirmer ou non via le chat. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez plus de questions, bien évidemment, on reste à votre disposition puisque vous avez nos coordonnées. Donc, vous serez certainement également remercié par mail pour votre participation. Donc, Daniel, je te dis à bientôt. Alors, puisqu'on a une liste maintenant de nouveaux webinaires à concocter. Une roadmap. Donc, on va prioriser les chantiers liés à cette roadmap. Et en fonction des réponses qui ont été apportées, et au plaisir de vous revoir, de te revoir. Merci Daniel, merci à vous et puis à très bientôt sur les chaînes Actito et Amabis. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.